Je m'appelle Mariam Clément et je vais mettre en scène Cendrillon de Massenet à l'Opéra de Paris, à Bastille, en 2022. Cendrillon est composé en 1899, Massenet est déjà bien établi. Alors dans le cas de Cendrillon, il y a plusieurs versions de ce conte. Finalement, il y a Perrault, mais il y a aussi Grimm qui est bien plus cruel. Massenet a sa version à lui. Et autant le début de l'opéra de Massenet est conforme à ce qu'on connaît du conte, et puis aussi assez concret, assez réel, voilà, la maison, le bal, etc. Autant plus on avance dans l'opéra, plus on va vers quelque chose d'abstrait, d'onirique, de merveilleux, je dirais presque de psychanalytique. Enfin, c'est très, très mystérieux. On sort juste de ce 19e siècle, qui est vraiment un tournant dans l'histoire de l'opéra, évidemment, qui est à la fois un essor d'un certain type d'opéra, et un tournant aussi dans le traitement que l'opéra fait des femmes. Massenet compose souvent des personnages féminins qui ne sont pas du tout dans ces archétypes-là de femmes violées, folles, suicidées, assassinées. Ce sont des personnages qui sont plus libres d'une certaine manière, ce sont des personnages qui sont, dont on entend le désir propre, ce sont des personnages qui ne sont pas forcément seulement vus à travers le prisme du regard du personnage masculin. Et d'une certaine manière, en choisissant un conte, dans ce cas-là, Massenet se met hors contexte, et c'est une façon pour moi de sauter à pieds joints par-dessus ce 19e siècle qui est tellement problématique. En 1899, on est en train de se tourner vers autre chose. On s'est dit avec Julia Hansen qui signe les décors et les costumes, pourquoi ne pas rester dans ce contexte de tournant de siècle. Le merveilleux peut avoir sa part. Voilà, on peut trouver des équivalents. La cendre, ça peut être la poussière de charbon. Un palais, c'est pas forcément un palais 17e ou 18e. C'est l'intérêt du conte, c'est qu'il est ni 17e, ni 18e, ni 19e, ni 20e, ni rien. Il est hors temps. On a essayé de jouer autour de tout cet imaginaire-là. Alors bien sûr, on peut pas faire un conte de fées sans faire de merveilleux, de magie, et je pense que c'est essentiel de garder cet aspect-là. Il y a une fée en France en 1900, elle s'appelle la fée électricité. C'est aussi une période où on a beaucoup de magie. Massenet adorait ces effets magiques sur scène aussi, etc. Voilà, 1900, c'est l'exposition universelle, et j'aime bien imaginer Massenet, voilà, à peu près à la période où il compose Cendrillon, se promener dans cette exposition universelle de 1900, où on a voilà, l'invention des frères Lumière, où on montre d'ailleurs beaucoup d'extraits d'opéra. Je crois que la magie, l'émerveillement, on peut les trouver dans des contextes très différents. On a le prince charmant, qui est un personnage masculin mais chanté par une femme, ce que je trouve très intéressant de la part de Massenet. Il y a évidemment cette part de convention chez Rubin, pour faire vite, d'un personnage très jeune qui est chanté par une femme, pour montrer qu'il est très jeune. Mais dans le rapport avec Cendrillon, ça instaure d'emblée, scéniquement, vocalement, et je dirais même concrètement dans le travail de répétition, une symétrie qu'on n'a pas toujours dans un couple à l'opéra. Une symétrie symbolique, bien sûr. Ils sont absolument d'égal à égal et ils se découvrent d'égal à égal. Et c'est un rapport amoureux qui est très intéressant à établir et à penser en ce sens-là. Et peut-être c'est là que se rencontrent le prince et Cendrillon, c'est que sont tous les deux des gens qui ne sont pas à leur place là où ils sont, alors que ce soit parce qu'ils ne veulent pas être là ou parce qu'on les met à l'écart. Le conte, c'est finalement comme un condensé de ce que je fais en opéra de manière générale. C'est-à-dire que quand on raconte un conte, on s'adresse à des publics très différents. On s'adresse aux enfants et aux adultes. On s'adresse à des gens qui connaissent l'histoire et à des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Mais c'est finalement ce qu'on fait toujours en opéra. On raconte des histoires que finalement tout le monde connaît. Et les gens ont même l'habitude de lire le synopsis avant d'aller à l'opéra. Le conte, c'est un peu pareil. Finalement, on sait comment ça va se terminer. On rejoint là, je trouve, l'essence de ce qui est pour moi la mise en scène d'opéra. Une polysémie constitutive de l'opéra, c'est-à-dire dire des choses de niveaux très différents, à des gens très différents, et arriver à parler à tout le monde et à toucher tout le monde. Et le conte, finalement, c'est ça. Et c'est étrange parce que Massenet a souvent choisi du matériau comme ça qui était ultra connu. Je trouve que ça force à se demander pourquoi on les raconte, ces histoires. Et je crois que l'intérêt pour Massenet, mais qui est aussi finalement l'intérêt pour nous, metteurs en scène, c'est comment on raconte l'histoire. Ces petits interstices où on peut entrer et dire « Ah, ça on peut le raconter comme ça on peut le raconter comme ça ». Comment on lit un conte de fées finalement ?